Quelle image ça a la Verrière dans le milieu enseignant? Très mauvaise image. Les profs évitent d'en parler ou en parlent à mots couverts ou en rigolant, parce que pour eux c'est effectivement la maison des dingues. C'est-à-dire qu'en fait la Verrière, les profs sont complètement achevés. C'est vraiment la casse, hein. Ah ouais, la casse. J'ai pas vu les collègues, ça s'est décidé pendant les vacances de février. J'ai quand même reçu une carte signée de 23 collègues. Malgré les précautions que j'avais prises, ils étaient au courant. Puis à la Verrière, bon, pour eux c'est gravissime quoi. Il faut oser aller soigner en psychiatrie, il faut oser. On arrive en kit, plus ou moins démantibulé et c'est pas toujours facile de retrouver le montage quoi. Dans le jargon des enseignants, c'est la Verrière. Son vrai nom, l'Institut Marcel Rivière, créé il y a 40 ans par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Situé en région parisienne, l'hôpital psychiatrique emploie 450 personnes, dont 21 psychiatres. Doté d'une mission de service public, il reçoit chaque année 1500 patients, dont 70% d'adhérents de la MGEN. Rares sont les enseignants qui ont accepté d'être filmés, par pudeur ou par peur d'être confrontés un jour au regard de leurs élèves. Merci. Jean-Pierre a 52 ans. Titulaire d'un CAPES d'histoire et de géographie, il enseigne depuis 30 ans dans un lycée de la région parisienne. Père de 4 enfants, il est hospitalisé pour une grave dépression. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à la Verrière, Jean-Pierre? J'ai pété les plombs. Je suis accusé de violence conjugale, violence sur ma fille, sur 3 voisins aussi. Un soir, bon, il y avait une certaine tension, j'ai pas su appréhender la situation. Et voilà. J'ai pas souvenir de la moitié de ce qui s'est passé. J'ai reconstitué ce qui s'est passé par des témoignages de mes adversaires. Il paraît que j'ai été violent, que j'ai semé la terreur. Mais les flics, la police, pardon, a fait un rapport disant qu'ils étaient tombés sur un type très dépressif et qu'ils avaient procédé avec tact, ce qui est vrai d'ailleurs. Vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse vous arriver une chose pareille? Non. Perdre le contrôle de moi-même, non, non. C'est quand même inquiétant, objectivement, que j'ai pu faire autant de mal aux gens que j'aime le plus. Très jeune, j'ai voulu être prof, dès l'âge de 10 ans. Dans certains milieux, le prof apparaissait comme personne respectable et unanimement respecté. Au début de ma carrière, je me sentais vraiment bien dans ma peau de prof. J'avais l'impression d'accomplir une sorte de mission. Fils d'un représentant de commerce du sud de la France, Jean-Pierre a fait toute sa carrière à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. À 2 pas de son lycée, la cité du Val-Fouré, où vivent 26 000 habitants, essentiellement des immigrés d'origine maghrébine. Fervent défenseur de l'école républicaine, Jean-Pierre est alors persuadé que l'institution scolaire représente la clé de l'intégration. Dans les années 70, les jeunes du Val-Fouré allaient très peu au lycée et nous avons fait des mouvements de grève, de revendication pour avoir plus de jeunes du Val-Fouré. D'abord 50, puis 100, puis 200. Et petit à petit, ils sont devenus à peu près majoritaires dans la population des élèves. Dans les années 80, le chômage est entré massivement dans le quartier du Val-Fouré. L'école est devenue le réceptacle de toutes sortes de rancœurs, de dédain,
défis. L'ambiance est devenue plus difficile, plus lourde, la discipline plus problématique, et on a eu des choses auxquelles nous n'étions pas habitués, par exemple des dégradations, ou bien des insultes à l'égard des profs, de certains profs. Je voudrais mon autorisation Pour la médicale piscine pour la piscine. Voilà. Merci. Bonne piscine. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Piscine plus marché. Anne a 51 ans. Elle est institutrice depuis l'âge de 20 ans. Une vocation qui est aussi une histoire de famille. Lorsque j'étais enfant, ma mère était institutrice et le soir, quand elle corrigeait ses cahiers, pour moi c'était un moment magique. On sentait qu'il y avait un respect de l'enfant et je me suis dit, ce métier-là, c'est le métier que je veux faire quand je serai grande, c'est le plus beau métier du monde. Pour vous dire à quel point c'est ancré dans notre famille, c'est que mon frère aussi est dans l'enseignement, mon mari, ma fille maintenant, et les ascendants aussi étaient dans l'enseignement. Remontez un petit peu les pieds à la surface. Allez, on accélère le rythme. Voilà. Non. Vous êtes fatigué, vous arrêtez un petit peu. Un peu fatiguée, un petit peu essoufflée. Et si vous ne sentez pas bien, vous arrêtez tout de suite. Parce que j'ai peur de, comment je veux dire, de grignoter mon capital dès que je file ce matin. Vous allez faire une longueur en nageant très doucement. Ça va vous permettre de récupérer au niveau un petit peu du stress, bien tranquillement, en soufflant. Dès le début de mon métier, ça a été la passion. Ça remplissait ma vie, ça remplissait mes nuits, ça remplissait mes jours, ça remplissait mes vacances. Mon gros problème, c'est que on n'a jamais fini dans ce métier-là. On est obsédé. Et la nuit, régulièrement, vers 3 heures, j'étais réveillée. Et à ce moment-là, j'étais obligée de me lever. Et j'écrivais, je notais des choses pour améliorer ma pédagogie dans la journée. Je ne vivais presque que pour l'école. Mère de 2 enfants, Anne a dirigé une école maternelle en Normandie pendant 20 ans. Au fil des années, les charges s'accumulent. Outre son mi-temps d'enseignante, elle est sur tous les fronts, avec les collègues, les parents d'élèves, les élus, les assistantes sociales ou les fournisseurs de matériel scolaire. Sans oublier l'administration qui la submerge de papier. La grosse bête des directeurs, c'est ce qu'on appelle l'enquête lourde. C'est un paquet de feuillets jaunes qui nous demande de faire en gros l'inventaire des enfants sous toutes ses formes, par âge, par sexe, par commune, par classe. Et une année, la question subsidiaire était la suivante. Donnez-nous les surfaces des sols et des murs de votre école, hormis les portes et fenêtres et murs mitoyens avec un autre établissement public. Quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber de mon fauteuil. J'ai téléphoné à la mairie pour avoir éventuellement des informations. C'était archivé. Alors de colère, de rage, j'ai rayé cette case en disant que j'avais autre chose à faire. Et mon inspecteur de circonscription a été interpellé par l'inspecteur d'académie parce qu'il paraît qu'en répondant de cette façon, je lui avais manqué de respect. Là, je me suis dit, mais alors quoi? J'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai donné mes tripes, j'ai donné mon énergie, j'ai failli laisser ma famille. Je ne leur ai pas consacré assez de temps.
Et on me blâme parce que je n'ai pas voulu remplir une case sur un papier. Et là, il y a eu une fracture. J'ai démissionné, après quoi j'ai décidé de me consacrer à l'éducation spécialisée, à savoir être maître d'adaptation. Les conditions de travail étaient dans l'ensemble déplorables. On ne nous a pas donné les moyens de la politique qui était fixée, à savoir que toutes les heures et demie je devais changer d'école, donc prendre ma voiture, faire 4 km ou 12 km ou 14 km, faire 4 écoles par jour. En 1h30 il me fallait prendre 2 groupes d'enfants. Parfois j'avais une salle pour moi toute seule, mais il m'est arrivé d'avoir 1 mètre carré à disposition. Et bien un jour je me suis écroulée. Je pleurais au volant, je n'ai pas pu déjeuner, j'ai dû faire la classe avec des lunettes de soleil parce que j'avais les yeux rouges et je suffoquais vraiment. Enfin, c'était des sanglots. Pendant 4 jours, j'ai sangloté et je me suis dit c'est pas possible, je ne peux plus. Et ça s'est assez mal terminé par un geste de désespoir qui m'a bien sûr amenée à l'hôpital général. J'ai fait 2 hôpitaux et puis je suis arrivée ici en espérant y trouver la quiétude et la guérison. Bonsoir, Mantes-la-Jolie en quête de vérité. Pour l'instant, les versions de la mort d'Aïssa Hitch divergent sur l'attitude des policiers. Selon certains, ils auraient empêché que l'on donne au lycéen un médicament alors qu'il était asthmatique. Mai 91, 2 mois après la guerre du Golfe, des émeutes éclatent à Mantes-la-Jolie. Au cœur de la révolte, les jeunes du Val-Fouré qui saccagent les commerces et tout ce qui symbolise l'État. Une nuit, la police interpelle Aïssa Hitch, un lycéen d'origine marocaine qui rentrait d'un travail à Paris. Le jeune homme meurt d'une crise d'asthme pendant sa garde à vue au commissariat. Des lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont organisé ce matin une marche silencieuse dans la ville. Environ 1500 personnes, élèves et professeurs, ont participé à cette manifestation. Les forces de police... Jean-Pierre faisait partie du service d'ordre de la manifestation. Aïssa Hitch était l'un de ses élèves. La mort de ce jeune et tout le silence qui l'entoure marquent une première fracture dans son engagement professionnel. J'ai été très choqué d'apprendre que mon élève était mort dans des conditions dramatiques et surtout des conditions qui n'ont jamais, à mon avis, été tout à fait éclaircies. C'est un jeune que je protégeais un petit peu parce qu'il était menu et j'étais très triste, mais bon, pas moyen de manifester cette tristesse auprès des autres qui ne comprenaient pas, qui ne pouvaient pas comprendre. Je me sentais seul, et même dans ma famille, il n'était pas question de faire entrer les difficultés du métier. J'ai pris sur moi. Après 91, nous avons été confrontés à l'affaire du foulard islamique. La plupart des enseignants considéraient qu'il s'agissait d'une atteinte grave au principe de la laïcité. Dans mes classes, je refusais que l'on porte le voile islamique. Je crois que ça m'a valu quelques inimitiés dans la communauté maghrébine, puisque j'ai été agressé à la sortie des classes le 4 janvier 1994 par 5 de mes élèves qui ont essayé de me casser la figure. Je me suis défendu, ça peut paraître idiot, mais j'ai sorti brusquement de mon sac un appareil photo et j'ai dit souriez. Et ils ont été décontenancés. Et le plus costaud a dit laisse tomber, c'est foutu. Et ils sont partis. Après, le lendemain, je suis allé à la gendarmerie et le surlendemain, j'ai vu mon proviseur à ce sujet-là. Nous sommes convenus que je devais continuer à faire cours. Ce qui, à mon avis, était une erreur. J'aurais dû prendre quelques jours pour encaisser ce choc. Voir un psychologue même, non? Peut-être voir un psychologue, effectivement. Là, ma santé mentale, il faut bien le dire, s'est dégradée considérablement. À l'époque, sur ces questions-là, c'était la loi du silence.
Il ne fallait pas donner de publicité à ces affaires. Après cette agression, une pétition a circulé dans une de mes classes contre moi, une pétition m'accusant de racisme. C'était vraiment le sommet de l'ignominie. J'ai considéré que c'était particulièrement injuste après tout ce que j'avais fait pour l'intégration, il faut bien le dire, des enfants d'origine maghrébine. J'ai été cassé plusieurs fois, en plusieurs morceaux. Les conséquences sur ma vie de famille ont été catastrophiques. J'ai introduit dans la famille des tensions nerveuses qui ont abouti finalement au divorce. Jeu de rôle à la Verrière. L'objectif, apprendre à désamorcer l'agressivité pour éviter qu'elle dégénère en violence. Destiné au personnel médical, le stage est animé par un Québécois spécialiste des violences scolaires. Au Canada, il travaille avec le ministère de l'Éducation pour faire de la prévention auprès des enseignants. Janine, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Elle a des réflexes minimum de survie. Elle met ses bras en avant, c'est déjà la distance. Elle s'impose aussi. J'aurais préféré rester reine sur le carreau plutôt que de déclarer fortement. Oui. J'ai vu des gens, les deux bras baissent et ils se laissent marteler. Alors vous imaginez un peu comment, je veux dire, dans une situation où ils ont besoin de protéger leur propre vie, dans quelle situation ils sont en train de se placer. Là. Les taux d'usage, ça c'était quand même assez difficile à vivre et je me disais, j'ai du mal à suivre là. Mais... Le rapport au visage, c'est du tac au tac, il y a les réactions primaires qui ressortent. L'enseignant, par exemple, dans une classe, tu ne me feras pas perdre la face, et qui réagit lui aussi dans un rapport de violence, par exemple, ou il est complètement déstabilisé. Et là, je veux dire, il ne revient pas au travail le lendemain. Pour lui, il a l'impression de ne plus avoir son rapport d'autorité avec les élèves. Parmi les stagiaires, le psychiatre Mario Orenstein qui a dirigé une étude sur les violences scolaires. D'après la police, 315 agressions physiques ont été enregistrées en 1999 contre 210 6 ans plus tôt. Près d'une victime sur deux enseigne dans la banlieue d'une grande ville. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut avoir des agressions très fréquentes, très importantes dans un établissement scolaire, sans pour autant que ce soit dans cet établissement scolaire qu'il va y avoir les plus des passages à la maladie, aux maladies liées aux agressions, ce que nous appelons le stress post-traumatique. Et on a pu montrer qu'il y a des établissements où il ne se passe rien, mais que malheureusement, quand il se passe quelque chose, ceux qui sont victimes risquent d'évoluer vers la maladie, ce qui n'est pas toujours le cas dans des établissements où il peut y avoir beaucoup d'agressions, mais il y a un soutien, il y a une gestion des crises qui fait que les gens n'évoluent pas vers la maladie. Valérie a 31 ans. Titulaire d'un CAPES de lettres classiques, elle enseigne en collège depuis 6 ans. Alors, une spéciale cette semaine? Là, il y a des petites fautes, là. J'ai oublié un espace ici. Hospitalisée à la Verrière sur les conseils d'un psychologue de province, Valérie est en congé maladie pour 1 an. X. Voilà. J'ai eu des difficultés lors d'une inspection, des difficultés d'autorité, et on m'a conseillé une démarche médicale. Donc j'ai suivi les cours, j'ai été voir un psychothérapeute qui m'a conseillé de venir ici. Mais je suis pas en dépression, hein. C'est pour résoudre des problèmes de communication. Quand vous dites problème d'autorité, c'est quoi? C'est-à-dire que les élèves font un petit peu le chahut en classe. Et vous n'arrivez pas à les contrôler, c'est ça? Oui, ouais. C'est une situation assez dure. Mais bon, en mûrissant, j'ai l'espoir que la situation va s'arranger. Valérie a rendez-vous au Centre national de réadaptation de la MGEN, qui dépend de la Verrière. Surnommé l'École Bleue, le centre organise des stages de réinsertion professionnelle sous la houlette d'un tuteur. Chaque année, une centaine d'enseignants transitent par l'École Bleue. 15% abandonnent l'enseignement au terme du stage pour entamer une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous attendez des stages?
Des conseils pour la préparation des cours, Oui. des conseils aussi pour la tenue en classe, quoi. Essayer de voir avec la tutrice comment je pourrais mieux gérer des problèmes d'autorité et de discipline. Et la discipline, c'est un problème qui est important pour vous Oui. dans votre vie professionnelle? Oui. C'était un obstacle, une Oui, difficulté? voilà, un obstacle. Et vous enseignez depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Alors parlons de l'avenir, donc vous attendez une réinsertion, une réintégration. Oui. J'envisage pas de changer de métier. Là, je pense que votre stage qui s'engage, c'est typiquement le stage de réassurance, comme on dit, personnel. Le stage doit permettre de vous donner ces armes pour reprendre pied dans votre profession. Déjà 3 mois que Jean-Pierre est à la Verrière. Il n'est pas sorti une seule fois et n'a reçu aucune visite. Quant à Anne, elle revoit régulièrement sa famille et remonte doucement la pente après 6 mois d'hospitalisation. Moi, j'ai des difficultés à lire et à écrire. Moi aussi, au début, je n'arrivais pratiquement plus à marcher, je n'arrivais pratiquement plus à parler. À écrire? Écrire hors de question. Ça fait 15 jours seulement que j'arrive à écrire, à envoyer des lettres. Auparavant, je tremblais trop et je n'arrivais pas à trouver mes mots. Est-ce que ces problèmes de concentration sont dus à la maladie ou aux médicaments? Alors là, je vais te dire, je suis pas tout bibe. Parce qu'on n'a jamais répondu clairement là-dessus. Pour arriver à lire à nouveau, il m'a fallu 1 mois de patience. Ce sont les infirmières qui m'ont indiqué qu'il existait dans la bibliothèque des livres avec des gros caractères. Donc je suis d'abord venue... Ça, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non. Alors j'arrivais au départ à me concentrer sur une ligne, en me disant il faut que j'arrive à comprendre ce que j'ai lu. Ça a été difficile, une ligne. Après ça a été un paragraphe. Tout le livre, il m'a fallu 1 mois. Toi, apparemment, tu n'as pas encore retrouvé confiance en toi? Non, non. Du tout? Pas vraiment. Dans aucun domaine? Non. Je sais que ça reviendra, mais pour l'instant, je suis flottant. À la Verrière, c'est une institution. Chaque lundi, le directeur de l'établissement organise une rencontre avec les patients, baptisée la classe thérapie. Il n'y a pas de questions taboues, à condition de lever le doigt. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le docteur Lermuseau. Nous allons faire la classe thérapie. Essayons d'axer, si vous en êtes d'accord, la discussion sur l'articulation santé mentale, équilibre psychologique, comme on dit, et difficulté des métiers de l'enseignement. Je pense qu'un des handicaps de l'enseignant, c'est d'avoir un métier obsessionnel, point d'en perdre le sommeil. Est-ce que c'est le manque de sommeil qui provoque la dépression? Est-ce que c'est la dépression qui provoque le manque de sommeil? Le plus souvent, le sommeil est un symptôme de la dépression, au même titre que la perte de l'appétit, que la baisse de l'humeur, etc., mais n'est pas le facteur déclenchant principal. En tout cas, il n'y a pas une dépression de l'enseignant, au sens où le métier d'enseignant entraînerait une forme particulière de dépression. En revanche, on pourrait sans doute parler de syndrome du burn-out, une sorte de syndrome d'épuisement. Il est clair que l'exposition plusieurs heures par jour à une vingtaine, trentaine, quelquefois plus, perd Dieu, c'est s'exposer soi-même. Il faut savoir faire un peu l'acteur pour animer un groupe. Il faut en même temps pas se laisser déborder, pouvoir faire preuve d'autorité et en plus délivrer un message éducatif. Donc c'est un métier effectivement difficile, oui, c'est clair. À la fac, on ne nous apprend pas à être enseignant. On vit dans une bulle. Elle parlait du fait de ne jamais sortir de l'école. C'est-à-dire, on commence écolier, on finit professeur des écoles ou professeur du second degré. Alors je dis, que dire de celui ou de celle qui est enfant d'enseignant, petit enfant d'enseignant, et c'est terrible à vivre. On vient à la Verrière. Voilà. On fait toute sa vie, on termine dans le centre de gériatrie de la MGEN, qui est la porte à côté. Et comme ça, on a bouclé la boucle. Jour J pour Valérie.
C'est la première fois depuis 6 mois qu'elle franchit la porte d'un collège. Pendant 6 semaines, Valérie effectuera son stage dans une classe de 6e, aux côtés de Marie-Paul, qui enseigne le français depuis 30 ans. Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Le loup et l'agneau de La Fontaine? Oui, eh bien, aujourd'hui, on va travailler sur cette fable. Prenez un crayon à papier, c'est très bien. Crayon à papier, chacun. Stylo noir. Vous allez me souligner toutes les paroles qui sont prononcées par le loup. Si ce n'est pas ton frère, c'est quelqu'un des tiens. Parce que de toute façon, il y a des bergers avec toi, il y a des chiens. Et puis, réponse de l'agneau. Le cours est vivant, très vivant. Elle fait beaucoup appel aux élèves. Je pense qu'elle sait les intéresser, les captiver. Ça vous donne envie? Oui, ça me donne envie d'enseigner à nouveau. Valérie a débuté sa carrière en Normandie avant d'être mutée dans un collège du Poitou-Charentes. Avec Marie-Paul, commence une difficile remise en cause professionnelle. Alors, est-ce que tu as regardé mes cours que je t'avais passés? C'est vrai que je les ai regardés rapidement. J'ai vu que c'est un beau travail, tu vois. Hein, tu as passé beaucoup de temps, tu as fait beaucoup de recherches. Bon, c'est très bien. Mais tout le problème consiste après à faire passer ça aux élèves. Tu comprends? J'ai préparé des cours pour avoir un support en classe, un support important. Oui, bien sûr qu'il faut ce support. Mais je suis sûre que c'est parce que tu manques de confiance en toi. Alors tu t'accroches aux livres, tu t'accroches aux manuels. Si tu les bloques tout de suite avec un gros pavé, tu vois, un cours sur les pronoms qui les dépasse complètement, là, tu les lâches. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient, ils font le hasard et tout, tu vois. Quand je suis arrivée à Niort, tout était nouveau, j'étais motivée, quoi. Les 15 premiers jours, c'était super, il n'y avait pas de bruit dans la classe. Bon, il y avait eu les cahiers d'évaluation à remplir et tout, c'était vraiment bien. Puis au bout de 3 semaines, un mois, ça commençait à baisser l'écoute, la tension. Il n'était plus la même, il commençait à bavarder davantage. Et après, ça a dégénéré, quoi. Ils ont commencé à me lancer des projectiles dans le dos, des boulettes de papier, des trucs comme ça, des boulettes de papier mouillé qui me collaient sur mes vêtements et tout. Ils ont eu le sentiment qu'ils n'avaient plus rien à attendre de toi. Tu vois, c'est dur à admettre, mais c'est ça. Un coup à droite et un coup à gauche. On va passer aux abdos. Calme. Quels sont ceux qui n'ont pas fait de sport là depuis un certain temps? En sortant d'ici, on fait un peu de judo là? Je reprends le judo. C'est vrai que je vais peut-être me faire plaisir en sortant. Je vais investir dans un club, je pourrais aller tous les jours. Tout à fait, hein? Tout à fait. On sera belle, on sera bronzée. Parce qu'on a tellement besoin de penser à nous. C'est vrai qu'après 12 ans de ZEP, de temps en temps on a besoin de se reposer. Hein. Ça fait 12 ans que je vis en zone et je refuse. Enfin, maintenant ça suffit. C'est trop lourd d'avoir sa vie professionnelle, familiale, etc. dans le même endroit. Hein. Parce que vous êtes constamment sollicité. Moi je sais que Toc Toc, les curriculum vitae, les lettres, les cours gratuits, les machins, etc., les aides aux devoirs et tout. Maintenant je dis trop. Les parents de toute façon comptent sur nous. Comptent sur nous, oui. On est à la fois le prof, mais on est aussi à la limite le parrain, la marraine, le tonton, etc. Hein, la tante, etc. Ils comptent sur nous. Je suivais une dizaine d'élèves en particulier. Suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser particulièrement à leur évolution. Ça veut dire répondre à leurs questions personnelles. C'est un rôle de père. Crise d'identité, dégradation du statut, harcèlement, violence. Depuis 20 ans, les études se multiplient sur les causes de ce que l'on appelle le malaise enseignant. Pour les psychiatres de la Verrière, les dysfonctionnements de l'institution scolaire jouent un rôle important. Il me semble par exemple qu'une des dimensions de ce malaise enseignant, c'est la grande solitude de ce métier. La grande solitude face à la hiérarchie, dès qu'un problème se pose, mais aussi solitude dans l'exercice du travail. Face à 25, 26 ou 30 élèves, quelqu'un qui, pour des raisons ou pour une autre, est relativement anxieux ou commence à sentir l'envahissement dépressif, va être dans une situation où il ne pourra pas
se retrancher, se protéger comme on peut le faire dans d'autres professions. Souvent, ce sont des troubles somatiques qui sont annonciateurs et les troubles mentaux arrivent dans un second temps. Et ça n'est pas repéré. Non. Tout se passe comme s'il y avait une règle du tout ou rien. C'est-à-dire soit tu es fonctionnel, soit tu es sur la touche. Et il faut quand même pas oublier que l'éducation nationale met sur la touche entre 12 et 15 000 personnes par an qui sont en congé de longue maladie, en congé de longue durée, environ 60-70% de santé mentale. Avec, finalement, par rapport à ce nombre très important, 15 000 personnes par an, c'est un vrai gâchis, très peu de solutions de retour. Tu y es ou tu y es pas. Et si tu y es pas, tant pis pour toi. Et nous, on arrive loin dans tu y es pas. Et en ce sens, il y aurait probablement quelque chose à faire au sens de la prévention. Sachez par exemple qu'il n'y a pas de médecine du travail au sein de l'éducation nationale. Pendant la séance avec la tutrice, j'essaie de noter ses mouvements à elle, ce qu'elle fait, comment elle évolue dans la classe, à quel moment elle prend la parole. Est-ce que vous êtes sensible à la manière dont elle gère la discipline dans la classe, par exemple? Bah oui, bien sûr. Et ça, on le sent comment elle fait Bah, elle est ferme, elle arrive à se faire respecter des élèves. Elle s'impose par la voix. Sans crier? Non, sans crier. C'est ça qui est difficile, non? Oui. Il faut forcer un peu. C'est un travail sur la voix qu'il faut faire. Et vous vous entraînez un peu ici? Oui, un petit peu, oui. À marcher Oui, un petit peu, oui. Et le ton de la voix aussi. On rejoint ici des composantes du travail théâtral. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille. Bon, alors vous avez vos affaires sur la table, le classeur, et c'est ma collègue qui va vous faire le cours aujourd'hui, alors vous écoutez bien. Bon, alors aujourd'hui on va étudier une fable de La Fontaine, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Alors j'ai commencé par vous distribuer le texte. Vous ne l'avez pas? Et pendant ce temps, pendant que je distribue la fable, vous prenez une feuille dans votre classeur et vous recopiez le titre. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Nous allons expliquer les mots difficiles. Tout le monde y est? Alors, au vers 4, la grenouille se travaille. Alors, ce verbe, ce travail provient d'un verbe latin, tripaliare, qui signifie se tourmenter, se torturer. Alors, à quoi peut-on comparer la petite scène qui se déroule entre la sœur et la grenouille? Oui? Très bien. Comme une pièce de théâtre, oui. Je suis contente là. Je me sens libérée. Je pense que c'est bien. Écoute, dans la mesure où ils ont tenu jusqu'au bout et tout, ils ont suivi, ça les a intéressés. D'après une étude du Bureau international du travail, le stress des enseignants représente un problème majeur de santé publique. À la Verrière, tous les patients s'en plaignent. Aujourd'hui, on va travailler sur le visage. Donc celui qui est allongé, rien à faire. Et vous allez prendre la tête doucement, avec le bout des doigts, et bien en masse, juste la base du crâne. Celui qui est allongé se laisse aller, c'est de faire confiance. Pas toujours facile de céder sa tête à l'autre. Finalement, qu'est-ce qui était le plus agréable, d'être massé ou massé? D'être massé. C'était très agréable. Bon, de là à pouvoir le faire avec un collègue au lycée, ça me paraît tout à fait inconcevable. On arrive parfois à saturation. Petit moment de détente ferait du bien. Ce serait autre chose que la coupure cigarette à la pause. Moi, je sais que pour évacuer le stress, c'était ou bien travailler dans mon jardin, si c'était la saison, ou alors surtout, moi, faire du vélo. Il fallait que je fasse 3 fois du vélo par semaine, autrement, j'étais pas bien.
J'ai toujours eu horreur de mon corps et justement je suis en train d'essayer de le redécouvrir. Disons que pour en reprendre une expression, une image de la maternelle, j'en étais au bonhomme tétard, c'est-à-dire que pour moi il n'existait que ma tête. J'aurais bien aimé qu'il y ait juste 2 jambes, 2 bras qui partent dessous les oreilles, ce qui était en dessous à éliminer. Mais quand on n'aime pas son corps, on peut aimer les autres quand même, ça pose pas un problème? Ah oui, oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est justement un petit peu ce qu'on me reproche, de trop aimer les autres et d'oublier que j'existe. Jean-Pierre est inquiet. Dans quelques jours se tiendra son procès pour violence conjugale. En attendant, il prépare sa sortie. Avec le divorce, il doit aussi déménager. La roulette c'est fait. La roulette c'est fait. Qu'est-ce qu'il vous faut comme poinçon? Du coton-tige, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Voilà. Vous en êtes où dans vos démarches? Ça avance. Et l'appart? Je vais l'avoir d'ici quelques jours. Il est attribué? Forêt. Ah. Faut bien. On reprend après. Vous pouvez m'aider là, s'il vous plaît, regardez. Il y a un petit nœud. Vous n'arrivez pas à l'enlever? C'est dur, hein. J'ai fait d'autres œuvres, si je puis dire. Une trousse. Il y a des mauvaises langues qui disent que c'est bien une idée de prof. Et pas que des mauvaises langues, du reste. On observe des petites choses qui nous font dire que ce sont des enseignants. Ce sont des gens qui respectent les horaires, qui sont un peu bons élèves, quoi, hein. Mais c'est pas un peu dur quand même toute sa vie de se dire je suis bon élève? À un moment, c'est pas ça aussi qui fait qu'on craque? Ah oui, c'est sûr ça. L'hospitalisation peut être un moment de remise en cause assez douloureuse, justement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se dit soit qu'on n'est pas un bon élève, soit à quoi bon être un bon élève. Alors, ça doit être comme ça et comme ça. Je ne serai pas le même en sortant par rapport au personnage qui est entré. Ce sera le même prof? Même pas. Même pas. Je ne sais pas encore. Je suis même pas sûr de rester prof. Ceci dit, je parle peut-être en l'air parce que j'ai tellement dans la peau le métier de prof que je vois difficilement ce que je pourrais faire d'autre. Après 3 semaines de stage, Valérie est convoquée à l'École Bleue. Première évaluation à mi-parcours avec sa tutrice, mais aussi la psychiatre et l'infirmière qui la suivent à la Verrière. Valérie est encore fragile, mais elle s'accroche fermement à son métier d'enseignante. Je rappelle peut-être un certain nombre de pointages qu'on avait fait ensemble. Il y avait le problème de la préparation qui vous... Oui, un petit peu. Quand on avait discuté au départ, vous aviez des soucis de ce côté-là, où on en est? Ça s'est débloqué, là, tout au long des mois, là j'ai commencé à écrire un peu, ça se débloque. Il y avait le problème de l'autorité à l'intérieur de la classe. Là, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Et Madame Alençon a confirmé cette Oui, je confirme. Je pense que les problèmes sont simplifiés du fait qu'on est 2 dans la classe. Du coup, Valérie n'a pas vraiment de problème de discipline, quoi. Hein? Bon, d'autres choses, non, docteur, sur votre évolution, on peut dire que vous avez énormément progressé depuis votre arrivée donc, à l'hôpital. Et je crois que les difficultés dont vous faisiez part étaient aussi liées à vos difficultés à vous. Et donc là, vous avez gagné beaucoup en assurance. Et je crois que ça se ressent tout à fait au niveau de votre autorité. Il y a beaucoup de sérieux de la part de votre part. Je vais peut-être même à la limite, moi, dire trop de sérieux. La deuxième partie du stage, pour moi, à part le côté technique, informatique, c'est d'apprendre à se décontracter complètement. Et à gagner dans une certaine souplesse. Voilà. Oui, ça va. Être moins rigide. Quelles sont les grandes nouveautés de la rentrée 2000? Brigitte Béjean.
D'abord en maternelle, repérer et aider les enfants qui ont du mal à l'oral. C'est le grand jour, le jour test. Je vais retrouver mes petits bouts, enfin je ne les connais pas encore. Et puis hier il y avait la pré-rentrée, donc tous les problèmes matériels à résoudre. Et puis bon bah ce matin ça va être la réalité. Qu'est-ce qu'on ressent là comme ça quand on doit reprendre l'école? Le trac. Le trac comme je pense tous les acteurs. Mais toutes les rentrées, malgré le temps, malgré l'habitude, sont les mêmes, c'est-à-dire une anxiété. Après 10 mois d'arrêt de travail, Anne a fait la rentrée en mi-temps thérapeutique dans une classe de CE2 et une nouvelle école. Fin novembre, Jean-Pierre a repris à mi-temps dans son lycée de Mantes-la-Jolie. Quant à Valérie, elle s'envolera en mars prochain pour la Martinique, où elle a obtenu sa mutation. Elle reprendra en mi-temps thérapeutique jusqu'à la rentrée prochaine. Marie-Monique Robin, bonsoir. Bonsoir. Je crois que vous avez eu d'énormes difficultés à faire témoigner tous ces professeurs. Pour quelles raisons? Bon, d'abord, je crois que ça tient au lieu même. Hein. Ce n'est pas une maison de santé ou une maison de repos. Hein. C'est vraiment un hôpital psychiatrique où il y a de grands malades, de grands psychotiques, des schizophrènes, ouverts à tous les patients du secteur. Et puis, au-delà de ça, la population enseignante était très réticente. J'ai dû parler avec une cinquantaine d'enseignants. Finalement, on en voit une dizaine dans le film. Et je pense que ça tient surtout au fait qu'ils avaient du mal à assumer publiquement le fait d'être dans la maison des fous, hein, comme on dit au début du film, et en sachant qu'après ils allaient retrouver leurs élèves et les parents d'élèves, et que ça allait peut-être fragiliser cette relation d'autorité qui est déjà très difficile à obtenir. Alors à quoi tient selon vous cet énorme malaise enseignant qu'on voit aussi apparaître dans ce reportage? Il est partout. Hein. Alors, il est partout et surtout chez les enseignants qui enseignent dans ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les quartiers difficiles. C'est clair, ils disent eux-mêmes d'ailleurs qu'ils ne font pas le même métier que les autres enseignants qui sont dans des établissements plus cotés. C'est clair que dans ces secteurs-là, les enseignants, la principale mission de l'enseignant n'est pas de transmettre des connaissances. On leur demande toutes sortes de choses, toutes sortes de rôles. Ils sont à la fois l'éducateur, le grand frère, voire le policier, hein, parce que parfois il faut rétablir l'ordre carrément. Et ils ne sont pas du tout préparés, ni formés, ni reconnus, ni soutenus pour ce genre de travail. Ce qui fait aussi d'ailleurs que la catégorie la plus fragile maintenant, ce sont les enseignants débutants. Il y a de plus en plus de jeunes enseignants qui craquent dès le début de la carrière, c'est-à-dire le premier poste, et clac, au bout de 15 jours, ils vont se faire hospitaliser. Alors là, il y a plusieurs raisons aussi, bien sûr. Hein. Le mode de recrutement, qui est toujours académique, c'est-à-dire qu'on part toujours du principe que si on est bon en français, en latin et en grec, on sera un bon prof de français, ça c'est pas vrai. La formation, qui fait que c'est toujours très tardivement qu'on est en contact avec des justement, élèves. pourquoi cet énorme problème de recrutement qui dure depuis si longtemps? Mais je pense parce que d'abord, il y a eu un moment, il y a eu la crise qui faisait que, effectivement, il fallait trouver du travail. Donc à un moment, tout le monde a passé des concours, aussi bien PTT qu'enseignant. On est devenu enseignant un petit peu par hasard. Hein. Bon, alors maintenant, le problème est plutôt lié au fait qu'on manque d'enseignants. Donc voilà. Mais derrière tout ça, je pense qu'il y a un problème beaucoup plus général qui est à quoi sert l'école aujourd'hui, quoi. Le Québécois qu'on voit dans le film me disait, il a beaucoup réfléchi au malaise de l'école dans le monde entier. Le psychiatre, hein. Oui, non, le Québécois qui fait le stage, vous savez. Bon. Il me disait, jusqu'au début des années 80, on avait une équation très simple, école égale boulot. Bon. Avec la crise, c'est fini, et l'école n'égale plus au boulot. Alors si l'école n'égale plus travail, donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et je pense que c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, l'école, c'est devenu un petit peu le vase clos où s'expriment toutes les rancœurs des jeunes notamment, hein, et qui fait aussi qu'ils ont des comportements très durs. Moi, j'ai découvert des choses incroyables, quoi. Les enseignants, ils en bavent, quoi. Alors, justement, on sent qu'ils ne peuvent plus supporter ce comportement hostile à leur égard. Ils en peuvent plus. Bien sûr. C'est plus un problème de discipline. Parfois, on est à la limite du maintien de l'ordre. Hein. C'est-à-dire, ils se font menacer physiquement, ils se font casser la figure. Et je pense qu'on n'a pas encore pris conscience de ce malaise, à quel point il était profond, et à quel point il fallait se poser la question, à quoi sert l'école? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut couper cette évolution, qui est dramatique. Pour les enseignants et pour les enfants. Et pour nos enfants, oui. Marie-Monique Robin, merci. Voilà, ce magazine est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous jeudi prochain à 20h50 pour un autre numéro d'Envoyé spécial.
Bonne soirée.